Un apprentissage dans une classe, c'est un apprentissage qui est contrôlé, alors que ces apprentissages-là, sur le terrain, on a plusieurs variables sur lesquelles on n'a pas toujours le contrôle, que ce soit les gens qui sont autour, le milieu, l'environnement. Il y a un aspect très rassurant de constater que ce qui est enseigné, ce qui est partagé en classe va réellement servir. La compréhension se fait beaucoup plus à travers l'écriture, à travers la réflexion, que simplement écouter quelqu'un qui parle pendant une demi-heure, 45 minutes. Ma façon de faire, c'est d'offrir le plus d'outils pédagogiques possible. Par exemple, dans mes cours en ligne, j'ai des synthèses de contenu qui sont à la fois écrites, narrées en format vidéo, selon leur façon d'apprendre, mais ça peut être facilitant pour un étudiant d'utiliser un format plutôt qu'un autre. Mon évaluation ne pose pas de questions de par cœur. Je ne demande pas aux étudiants de tout apprendre en matière du cours, je leur demande d'être capables de construire des liens. Je m'organise pour que les grilles de correction soient, je l'espère, le plus claires possible. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas de piège, il n'y a pas de questions surprises, il n'y a pas le professeur a passé 5 minutes sur ça, puis finalement, ça représente 50% de l'examen. Je ne fais pas ce genre de choses-là parce que je me dis qu'en réalité, plus c'est clair entre moi et les personnes étudiantes, plus ça rend la relation saine, plus ça va augmenter leur envie de s'impliquer dans le cours parce qu'ils vont sentir qu'on travaille ensemble, tout simplement. Le calendrier doit être le plus complet, le plus précis possible pour que l'étudiant puisse s'y référer. Pour eux, ça leur donne une meilleure vision d'ensemble de ce qui s'en vient. Je pense qu'on n'apprend pas sans faire d'erreurs. Donc, quand on fractionne les évaluations, quand on les étale, en fait, sur la session, puis on en fait plusieurs, bien, ça permet à l'étudiant de se tromper, de faire des erreurs qui vont lui permettre de se relever, de mieux apprendre par la suite, puis de mieux réussir par la suite. C'est une pratique gagnante que de se concerter pour essayer d'identifier les moments de remise de travaux, les moments d'examen, de les placer dans le temps pour pas qu'il y ait de goulot, puis de contribuer à leur réussite au final. La rétroaction positive est incontournable pour permettre à la personne étudiante de valider qu'elle est dans le bon chemin, de contribuer à son estime d'elle, à son sentiment d'efficacité personnelle. Mais on ne doit pas juste privilégier ce type de rétroaction-là. Donc, on se doit d'offrir aussi de la rétroaction constructive pour cibler puis de retravailler certains éléments. Je me suis rendu compte que les rétroactions vocales donnent leur juste à l'étudiant avec beaucoup de précision. C'est quelque chose qui peut se faire très rapidement avec les outils dont on dispose aujourd'hui pour les transmettre. Donc, au bout du compte, on sauve du temps et l'étudiant se sent aussi bien accompagné. C'est important de voir la rétroaction comme étant pas une responsabilité qui repose entièrement sur les épaules du professeur. Elle peut être partagée, cette responsabilité-là. Donc, on peut mettre les étudiants aussi dans des espaces de co-construction des apprentissages pour qu'ils se donnent entre eux également de la rétroaction. Puis ça permet à ce moment-là d'alléger un peu le travail du professeur.